Il existe des films qui réussissent parce qu'ils racontent une histoire admirablement construite. D'autres parce qu'ils imposent une vision du monde, une esthétique, une manière neuve de filmer les corps ou l'espace. Avengers, sorti en 2012, appartient à une catégorie plus étrange, celle des films dont la simple existence constitue déjà le principal effet spécial. Réunir Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye dans une même production était alors un pari industriel démesuré. Aujourd'hui, après les multivers, les résurrections administratives et les apparitions surprises livrées avec le popcorn, cela semble presque raisonnable. Mais en 2012, le film de Joss Whedon représentait l'aboutissement d'une expérience sans précédent à cette échelle. Faire de plusieurs longs métrages indépendants les épisodes préparatoires d'un seul gigantesque crossover cinématographique. Le miracle d'Avenger n'est donc pas d'avoir inventé le cinéma de super-héros, il consiste à avoir transformé une réunion de conseil d'administration en geste de cinéma populaire. L'intrigue est d'une simplicité quasi biblique. Loki s'empare du Tesseract, ouvre une porte vers l'espace et prépare l'invasion de la Terre par une armée de Chitauri. Nick Fury convoque alors plusieurs individus dont le principal point commun est de posséder soit des pouvoirs extraordinaires, soit une incapacité pathologique à travailler en équipe. Au fond, Avengers est moins un film sur une invasion extraterrestre qu'une comédie de groupe consacrée à l'impossibilité de tenir une réunion productive. Tony Stark ne respecte aucune hiérarchie. Steve Rogers respecte une hiérarchie qui n'existe plus. Thor considère les affaires terrestres comme des querelles de village. Bruce Banner tente de ne pas tuer ses collègues. Natasha Romanoff manipule tout le monde par déformation professionnelle. Hawkeye, lui, passe une bonne partie du film sous l'emprise de Loki, ce qui constitue encore la meilleure manière de justifier son manque relatif de charisme. La véritable menace n'est donc pas l'armée extraterrestre, mais la désagrégation du collectif. Loki ne vainc jamais les héros physiquement, il les pousse à se regarder comme des concurrents, des anachronismes ou des armes incontrôlables. Son pouvoir repose moins sur son sceptre que sur sa compréhension très précise des susceptibilités masculines. C'est ici que Joss Whedon se montre particulièrement efficace. Son expérience de la télévision, notamment sur Buffy contre les vampires et Firefly, lui a appris à construire un groupe à partir de ses frictions. Chaque personnage doit conserver sa musique propre tout en participant à un ensemble. Le film fonctionne alors comme une sorte de Rio Bravo hypertrophié. Ce qui importe n'est pas seulement de vaincre l'ennemi, mais de voir des individus profondément incompatibles apprendre à occuper le même espace. Dans le cinéma de Howard Hawks, la communauté se formait autour d'une compétence partagée. Chez Whedon, elle naît d'abord de la répartie. Avant de combattre ensemble, les Avengers doivent apprendre à se parler, ou plus exactement, à s'insulter de manière suffisamment constructive. Le scénario repose sur une mécanique très classique de film de groupe, hérité des 7 samouraïs, des 12 salopards et des récits de commando. Recrutement, rivalité, première défaite, crise interne, sacrifice fédérateur, constitution de l'équipe, victoire collective. Le premier tiers souffre d'ailleurs de cette obligation logistique. Le film doit récupérer les personnages là où les productions précédentes les avaient laissés. Présenter le Tesseract, réintroduire Loki, expliquer le projet de Nick Fury et trouver un rôle à chacun. Cette longue installation possède parfois la lourdeur d'un document de synthèse destiné aux actionnaires. La mise en scène elle-même demeure assez fonctionnelle. Champ contre champ propre, éclairage numérique un peu terne, intérieur du shield dont la neutralité rappelle davantage une série télévisée coûteuse qu'un grand spectacle cosmique. Mais cette modestie visuelle initiale prépare la véritable réussite du film, la circulation progressive entre les personnages. La première rencontre entre Iron Man, Captain America et Thor, dans une forêt transformée en cour de récréation pour demi-dieux, formule déjà le principe fondamental du récit. Les affrontements ne servent pas uniquement à produire du spectacle, ils établissent une grammaire commune. Le marteau de Thor frappe le bouclier de Captain America, provoquant une onde de choc qui interrompt la querelle. Ce n'est pas encore une alliance, mais c'est déjà une syntaxe. Les pouvoirs commencent à dialoguer. Cette idée atteint son apogée lors de la bataille de New York. Whedon ne se contente plus de juxtaposer les exploits individuels, il organise les héros comme les instruments d'un même orchestre. Iron Man dirige les ennemis vers Hawkeye, Captain America donne des ordres à la police et coordonne les déplacements, Thor utilise la foudre pour contenir le portail, Black Widow comprend que la bataille ne se gagnera pas seulement par la force, Hulk enfin devient une ponctuation particulièrement agressive. Le fameux plan circulaire réunissant les 6 Avengers au milieu de Manhattan pourrait être moqué comme une image publicitaire, et en un sens c'en est une, mais il s'agit aussi de la résolution visuelle du film. Pendant plus d'une heure, chacun était filmé séparément,
enfermé dans son cadre, son orgueil ou sa franchise d'origine. Pour la première fois, ils appartiennent tous au même plan. Le cinéma vient d'accomplir ce que le scénario promettait. La réussite la plus spectaculaire demeure probablement Hulk. Après le film d'Ang Lee en 2003 et l'incroyable Hulk de Louis Leterrier en 2008, le personnage semblait condamné à demeurer une idée fascinante mais difficile à intégrer durablement au cinéma. Trop puissant pour préserver un véritable suspense physique, trop destructeur pour rester sympathique, trop tragique pour devenir simplement amusant. Mark Ruffalo modifie discrètement l'équation. Son Bruce Banner ne ressemble ni à l'homme blessé et introverti d'Eric Bana, ni au fugitif nerveux d'Edward Norton. Il paraît déjà épuisé par sa propre légende. Il ne lutte plus héroïquement contre le monstre, il vit avec lui comme avec une maladie chronique qui aurait la capacité de jeter des chars d'assaut. Lorsqu'il réveille qu'il est toujours en colère, le film renverse toute la conception habituelle du personnage. Banner ne subit pas une transformation accidentelle, il ouvre volontairement une porte qu'il maintient continuellement fermée. En quelques secondes, Hulk cesse d'être une catastrophe narrative pour devenir la force ultime du collectif. Whedon comprend également que la monstruosité du personnage peut produire un comique purement physique, presque burlesque. Hulk frappant Thor après avoir combattu à ses côtés, ou écrasant Loki comme un jouet défectueux, relève moins du dialogue spirituel que de Tex Avery. C'est la rencontre improbable du titan tragique et du cartoon. La scène avec Loki est emblématique. Le méchant entame son discours sur sa nature divine, persuadé que la parole suffit encore à établir une hiérarchie. Hulk répond par le montage, le rythme et la percussion. La mythologie est interrompue par un gag. Tout Avenger tient peut-être dans cette collision entre le solennel et le ridicule. Loki est d'ailleurs un adversaire idéal parce qu'il appartient encore à une conception presque théâtrale du super-vilain. Là où les antagonistes ultérieurs du MCU seront souvent des stratèges cosmiques, des machines conquérantes ou des doubles idéologiques du héros, Loki reste avant tout un acteur. Il entre en scène, soigne ses costumes, organise ses effets et prononce des monologues même lorsque personne ne les lui a demandé. Tom Hiddleston joue admirablement cette fragilité cachée derrière la grandiloquence. Loki ne veut pas simplement gouverner la Terre, il veut que l'univers entier reconnaisse qu'il aurait dû être préféré à Thor. Son invasion cosmique ressemble à une crise familiale ayant bénéficié d'un budget militaire. La formation théâtrale de Whedon et son goût pour les dialogues ciselés rencontrent ici l'héritage shakespearien que Kenneth Branagh avait injecté dans Thor. Loki est à la fois Lago, Edmund du roi Lear et enfant vexé renversant la table du banquet. Son désir de domination provient moins d'un projet politique que d'une humiliation intime. Son discours sur la liberté demeure involontairement contradictoire. Loki prétend libérer l'humanité du fardeau du choix en lui imposant la soumission. Face à lui, Captain America incarne une conception plus ancienne, presque naïve de la liberté, non pas l'absence d'autorité, mais le refus de s'agenouiller devant celui qui se croit supérieur aux autres. La scène de Stuttgart introduit ainsi, au milieu du divertissement, le souvenir du totalitarisme européen, lorsqu'un vieil homme refuse de s'agenouiller. Le film cesse un instant de traiter Loki comme un méchant flamboyant et rappelle que son discours appartient à une tradition politique bien réelle. Captain America, survivant de la Seconde Guerre mondiale, ne peut évidemment pas entendre ce langage sans y reconnaître quelque chose. Steve Rogers est probablement le personnage le plus délicat à intégrer. Tony Stark appartient immédiatement à la modernité. Il est rapide, ironique, technologique, médiatique. Captain America risque constamment de paraître figé dans une iconographie patriotique devenue embarrassante. Whedon utilise intelligemment ce décalage. Steve n'est pas présenté comme l'Amérique triomphante, mais comme un homme dont le système moral paraît soudain presque archaïque. Son costume, particulièrement voyant, accentue cette impression. On pourrait croire qu'il s'est échappé d'une parade patriotique ou d'une réclame de 1942. Pourtant, lors de la bataille finale, sa valeur devient évidente. Captain America n'est ni le plus fort ni le plus spectaculaire. Il est celui qui sait organiser les autres. Son super pouvoir véritable est la compréhension immédiate du champ de bataille. Tony Stark construit des machines, Steve Rogers construit une équipe. Le dialogue entre les deux hommes est au cœur du film. Stark reproche à Steve d'être un produit de laboratoire. Steve accuse Stark de n'être capable d'aucun sacrifice. Chacun formule exactement la peur secrète de l'autre. Captain America redoute d'être seulement un symbole fabriqué. Iron Man redoute de n'être qu'un narcissique prisonnier de sa propre armure. Le climax leur permet de dépasser cette définition. Rogers assume pleinement son rôle de chef, tandis que Stark traverse le portail avec le missile nucléaire, acceptant pour la première fois de disparaître sans public, sans applaudissements et peut-être sans retour.
Le geste est théorique précisément parce qu'il contredit le personnage que Stark prétend être. La bataille de New York doit beaucoup au cinéma catastrophe des années 70 et au film d'invasion. Le portail ouvert au-dessus de Manhattan évoque évidemment le 11 septembre dans son imaginaire de destruction urbaine, mais Whedon maintient le spectacle dans un registre suffisamment coloré et abstrait pour éviter une représentation trop directement traumatique. Les Shitori sont d'ailleurs des adversaires assez impersonnels. Leur absence de caractère constitue une faiblesse dramatique, mais aussi une nécessité fonctionnelle. Le film possède déjà 6 héros, un méchant, Nick Fury, Maria Hill, Phil Coulson et une organisation entière à faire exister. Donner une personnalité complexe aux envahisseurs aurait probablement provoqué l'effondrement de l'édifice. Il fonctionne donc comme les zombies d'un film de siège. Une pression continue permettant aux personnages d'exposer leurs compétences et de prendre des décisions. L'ennemi véritable reste Loki, tandis que l'armée fournit la matière cinétique. La mise en scène devient alors beaucoup plus ample que dans le reste du film. Un long mouvement de caméra numérique passe d'un héros à l'autre, reliant leur action à travers la ville. Cette fausse continuité transforme Manhattan en espace lisible, qualité devenue assez rare dans le blockbuster contemporain. Même au milieu du chaos, le spectateur comprend où se trouvent les personnages, ou ce qu'ils tentent d'accomplir et de quelle manière leur action se complète. Cette lisibilité rapproche paradoxalement Whedon du cinéma classique. Là où Michael Bay transforme souvent l'action en expérience sensorielle fragmentée, Avengers cherche la clarté. Le montage ne demande pas seulement est-ce spectaculaire, il demande qui agit, dans quel but et avec quelles conséquences. Avengers n'est pourtant pas un objet visuellement irréprochable. Sa photographie paraît régulièrement plate, ses décors intérieurs manquent de texture et certaines compositions rappellent la télévision américaine du début des années 2010. Le film ne possède ni la splendeur mythologique de certains passages de Thor, ni l'élégance rétro de Captain America First Avenger, ni la précision mécanique du premier Iron Man. Son découpage repose largement sur le dialogue, et les dialogues eux-mêmes portent très nettement la signature de Venom. Bons mots incessants, ironie défensive, personnage capable de trouver une formule brillante jusque dans les situations les plus désespérées. Cette vivacité donne au film son énergie, mais elle annonce aussi l'un des futurs travers du MCU, l'incapacité progressive à laisser une émotion exister sans qu'une plaisanterie vienne immédiatement la désamorcer. En 2012, toutefois, cet humour possède encore une véritable fonction dramatique. Il ne sert pas simplement à rassurer le public, il révèle le fonctionnement des personnages. Stark plaisante pour contrôler la situation. Banner plaisante parce qu'il sait ce qui arrive lorsqu'il cesse de garder le contrôle. Natasha utilise la conversation comme une arme. Fury parle comme un homme qui doit convaincre des dieux, des milliardaires et des monstres de remplir le même formulaire. La mort de Phil Coulson représente alors la bascule nécessaire. Elle demeure évidemment manipulée par Nick Fury, qui ensanglante symboliquement la carte de Captain America afin de transformer un décès en outil de management. Mais elle donne au groupe quelque chose qu'aucun programme institutionnel ne pouvait lui fournir, une perte commune. Le héros collectif naît d'une mort secondaire. C'est cruel, efficace et très conforme à la dramaturgie du cinéma d'aventure. Il est aujourd'hui difficile de revoir Avengers sans penser à tout ce qu'il a engendré. Son succès a convaincu Hollywood que le film pouvait devenir moins une œuvre autonome qu'un carrefour entre plusieurs propriétés intellectuelles. L'univers partagé est alors passé du statut d'expérimentation narrative à celui de modèle économique. Tous les studios ont voulu leur portail au-dessus de Manhattan. Beaucoup ont oublié qu'avant de réunir des personnages, il fallait leur donner une raison de se rencontrer. Et surtout une personnalité assez forte pour que cette rencontre produise autre chose qu'une photographie de groupe. C'est précisément ce qu'Avenger réussit. Le film ne repose pas uniquement sur la reconnaissance des costumes ou sur l'accumulation des caméos, il organise la collision de plusieurs conceptions du héros. Le soldat, le dieu, le savant, l'espionne, l'archer et le milliardaire technologique. Chacun arrive avec son genre cinématographique, son rythme et son imaginaire. Le véritable crossover n'est donc pas seulement narratif, il est tonal. Avengers fait cohabiter la science-fiction industrielle d'Iron Man, la mythologie familiale de Thor, le feuilleton de guerre de Captain America et la tragédie monstrueuse de Hulk. Il ressemble à une auberge espagnole construite par un conglomérat multinational, mais dans laquelle chacun aurait miraculeusement apporté quelque chose de bon. Avenger n'est peut-être pas le plus beau film du MCU, ni le plus profond, ni le plus audacieux. Il reste néanmoins l'un de ses films les plus importants et surtout l'un de ses exercices narratifs les mieux équilibrés.
Joss Whedon transforme une opération industrielle potentiellement monstrueuse en comédie de caractère, puis cette comédie en film de guerre collectif. Les héros ne deviennent pas une équipe parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, ils deviennent parce qu'ils finissent par comprendre comment leurs différences peuvent produire une action commune. Le film conserve des faiblesses visibles, une esthétique parfois télévisuelle, des envahisseurs interchangeables, un Hawkeye dramatiquement sacrifié et une tendance au bon mot qui deviendra bientôt une obligation contractuelle chez Marvel. Mais sa dernière partie possède une précision, une générosité et un sens du spectacle collectif que nombre de ses imitateurs n'ont jamais retrouvé. Avengers fut le moment où le cinéma de super-héros cessa d'être une collection de destins individuels pour devenir un univers partagé. Ce fut également l'instant où Hollywood comprit qu'il pouvait transformer la continuité en produit. Le film avait réuni les héros pour sauver New York, l'industrie, elle, venait de découvrir le Tesseract, et elle n'allait plus jamais refermer le portail.